Scène 4, destination dette. Comment les hommes ont-ils pu abandonner toute cette connaissance que l'on vient de voir, qui reste pourtant encore totalement vraie, qui reste bien sûr la seule démarche possible pour créer des emplois? Comment se sont-ils détournés de cette vérité? Par quoi ont-ils bien pu être piégés? On pourra alors vraiment comprendre l'absurdité des comportements de la fable des ânes. Également comment les crises économiques de toutes sortes, et plus particulièrement celle du chômage, du sous-emploi, ne sont sûrement pas une fatalité. Et on pourra comprendre du coup la solution. Nous partons en somme destination dette, et là nous remplissons en somme notre océan de dettes, comme pour le Titanic. Du coup, on va rencontrer la première grave illusion, qui est celle-là. On va accepter une fausse dette pour se créer son emploi. Vous connaissez tous le proverbe que l'on dit chinois, parce que Mao l'a utilisé, mais ce proverbe est millénaire. Vous êtes pêcheur, vous avez appris à pêcher, vous produisez 3 poissons par jour en moyenne, un seul suffit à vous nourrir, et si votre frère, lui, ne peut rien pêcher parce qu'il attend que l'économie lui offre un emploi, par exemple, vous pouvez le nourrir, lui donner un poisson chaque jour, et il vous en restera encore un. Il restera par contre, lui, inactif, au chômage, pour le restant de ses jours. Mais si vous produisez, j'insiste produire, le moyen pour que votre frère pêche lui-même, vous n'aurez plus besoin de lui donner un poisson, et chaque jour il se nourrira lui-même. Il pourra lui aussi pêcher 3 poissons, c'est une moyenne, le premier poisson lui permettra de se nourrir, mais bien sûr, il y a encore la vraie dette dont on a parlé. Vous reconstituez tous les moyens que vous avez offerts pour constituer son emploi. Ah donc, avec les 2 autres poissons, il devra vous rembourser et ainsi reconstituer vos avances. C'est la seule vraie dette. Mais une fois cette dette effacée, ce qui sera très rapide, il y aura encore un supplément qu'il pourra utiliser, soit pour s'enrichir, enrichir et nourrir ses proches. Il pourra même accroître le stock de départ disponible pour permettre la création de nouveaux emplois. Bref, tout serait dans la logique de l'échange. Vous voyez que dans ce raisonnement d'ailleurs, on n'a pas parlé ni argent ni monnaie. Et vous pensez avoir trouvé la solution, et là s'arrête le classique de ce proverbe. Eh bien, c'est une terrible erreur. Vous savez, en effet, qu'il va produire comme vous 3 poissons en moyenne par jour. Et vous vous dites, que va faire mon frère des 2 poissons dont il n'a pas besoin pour se nourrir? Mais bien sûr, c'est qu'il me les doit. J'ai sûrement un droit sur ces 2 poissons. Il y a sûrement une dette envers moi de 2 poissons par jour, puisque c'est moi qui lui ai permis de les pêcher. Mieux, je peux être riche, je suis même devenu riche, je n'aurai même plus besoin de travailler. Ainsi, il s'est attribué un faux droit qui entraîne une fausse dette. Remarquez tout de suite comment ce faux droit entraîne instantanément la naissance de cette fausse dette et induit du coup l'inversion complète du sens de la transmission du réel dans les échanges. Il n'y a en effet toujours en tout et pour tout que 3 poissons de produits. Mais il y a apparition d'une dette de 2 poissons, comme chez les ânes. Et je peux même aller plus loin encore. Avec mes nouvelles richesses supplémentaires que je baptise mon capital acquis, pour parler moderne, je vais les utiliser une nouvelle fois pour, entre guillemets, donner du travail à d'autres qui ne peuvent pas encore pêcher et qui sont encore, en somme, au chômage. Mais surtout en faisant
qu'il soit toujours en état de manque de moyens, et donc il continue à s'endetter toujours envers moi. Je serai donc de plus en plus riche. On peut continuer l'histoire et la rattacher avec ce qui se passait déjà il y a 5000 ans, où ces crises de dette entraînaient à toutes les violences, mais surtout à des situations d'esclavage des hommes qui devaient payer. Déjà à cette époque, quand la dette ne pouvait pas être effacée, on reportait la charge sur les générations suivantes en donnant en esclavage ses propres enfants. C'est d'ailleurs là l'origine de l'esclavage. La dette, c'est toujours ce cadeau empoisonné qu'on laisse généreusement aux enfants dans une société qui s'est engagée dans cette illusion de la dette. Observons bien encore, il n'y a jamais rien de réel dans cette vision. Le circuit économique, c'est travailler, produire, consommer, par définition même de l'échange. Chaque échange ne peut donc entraîner la moindre dette. Comment passe-t-on à cette chose d'irréel? Eh bien, il a suffi de faire signer une reconnaissance de dette. Et le tour de passe-passe a été joué pour l'usurier. Celui qui a obtenu ce crédit est totalement ficelé. On vient de passer à cette réalité économique, de cette réalité économique, à un autre monde problématique, complètement irréel, illusoire, surtout à irresponsabilité illimitée puisqu'irréel, celui de la dette. La relation d'échange dans la réalité est toujours une relation réciproque d'offre et de demande, tout comme l'est toute relation, à la limite client-fournisseur sur un marché, ou comme l'est toute relation interne entre deux employés à l'intérieur d'une même entreprise. Ainsi, on est passé de cette évidence du principe de réciprocité à un principe irréel d'endettement qu'on est alors cherché à justifier hors du circuit des échanges. La réciprocité, en somme, a été transformée en dette par un simple jeu de passe-passe. Et ensuite, on l'a caché derrière des procédures d'une rare opacité. Je vous laisse d'ailleurs imaginer la suite de cette histoire, c'en est une possible, et son opacité, si le second frère était incapable de produire les 3 poissons par jour. Nous allons pouvoir bientôt, en somme, découvrir l'identité de nos trublions de la phase des ânes. Car on va découvrir comment les hommes n'ont fait en fait que de tenter de répondre, donc de s'organiser pour résoudre un problème que l'on a décrit comme étant le mode de la dette, mais qui en réalité devrait porter le nom du mécanisme qui, lui, se situe hors de l'économie et que l'on s'est mis à suivre. Mettre en place un tel mensonge a demandé du temps, en tout cas que je réduis à 2 étapes, et vous allez comprendre. Première étape, il existe un lien entre une fausse dette et un faux droit. Ce phénomène de fausse dette issu d'un faux droit crée ce que l'on appelle le mécanisme de l'usure. C'est le vrai nom de cette organisation du comportement des hommes. Et bien sûr, vous savez tous, ou vous pensez le savoir, ce que sont les usuriers. Mais vous ne pensiez pas que c'était un phénomène autre réservé qu'au passé de nos économies archaïques. Et vous ne pensiez pas qu'en fait, ils sont dans tous les rouages financiers et fiscaux de nos sociétés modernes, c'est-à-dire partout où il y a des prélèvements sur les circulations d'argent. C'est le mécanisme en somme du parasite qui pompe le sang de son hôte. Un simple rappel de l'agissement des usuriers tel qu'il en existe encore dans de nombreux pays va vous permettre de comprendre ce mécanisme. Exemple, un paysan n'a pas de semences, il est coincé, il est résigné, mais il va être tellement heureux de pouvoir avoir un dirigeant aussi social qui veut bien lui avancer ce qui lui est nécessaire pour produire. Et du coup, celui-là les obtiendra à condition, par exemple, de verser à son très cher usurier, par exemple, 10% de la récolte par mois.
Vous le voyez, cela donnera 120% sur l'année, ce sera toujours impossible au final. C'est une véritable saignée complètement détournée, hors du circuit des échanges, donc de l'emploi. Ce principe de l'usurier, c'est de faire que l'individu soit toujours en état de manque de moyens et doivent toujours emprunter plus pour pouvoir uniquement continuer à rembourser une dette toujours croissante. Et la dette peut débuter pour tout autre motif que la production. L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours une croissance de la dette et des faux droits que s'arrogent en somme certains sur le dos des autres, ces autres dont la seule existence sera de payer ces fausses dettes basées sur de faux droits. Et il va falloir pour l'usurier continuer à distiller toutes les illusions possibles avec ce sous-entendu, vraiment, on sait bien qu'on est les meilleurs, que vous ne pouvez vous passer de nous, qu'il n'y a pas d'autre solution possible. L'usurier, c'est donc toujours, en termes économiques, un spéculateur. C'est pourquoi il est dans l'irréel. Ce n'est pas un acte de production. Par contre, il a parfaitement compris que tout son pouvoir réside dans la permission et donc dans le contrôle de tout échange sans exception, aussi minime soit-il, puisqu'en fait, son acte économique réside dans ce que l'on appelle un prélèvement à la source, lequel prélèvement est toujours hors logique des cycles d'échange, puisqu'ils ne permettent pas de terminer l'échange. Vous les verrez en action d'ailleurs dans la scène numéro 5. Et on peut enfin donner, je dirais presque une vraie définition de l'usurier. L'usurier, c'est donc avant tout un créancier qui rend otage son débiteur. En plus, il vous décide, vous impute par tous les moyens cette fausse dette et qui vous transforme ainsi en véritable esclave à rembourser. De nos jours, l'emploi est ainsi pudiquement appelé, nous l'avons dit plusieurs fois, variable d'ajustement. Il est donc essentiel de limiter tous ces pouvoirs de décision économique qui conduisent à l'asservissement des individus que l'on peut constater. À la fin de notre première étape, nous pouvons ainsi conclure qu'il faut aller voir vers un autre lien, la fausse dette et l'argent. Car c'est la deuxième étape de cette grande illusion, cette liaison quasiment incestueuse de la fausse dette et de l'argent parce qu'elle va multiplier l'usure ou les possibilités d'usure à l'infini. L'économie va s'abreuver de cet élixir. Toutes les décisions économiques sont prises désormais, regardez l'actualité, sous le prisme de la dette. La grande connivence des États dépensiers et des usuriers va déraper complètement. Et les passagers du voyage économique, en somme, ne peuvent plus rien faire d'utile. Ils vont se jeter dans l'eau glacée, surtout s'ils ne savent pas nager. C'est ce qui se passe, car aujourd'hui nous ne sommes encore qu'au début. On va perfectionner, on va généraliser cette usure. Comme les semences pour obtenir les récoltes, eh bien les prélèvements que nous avons dans notre histoire sont encore visibles. Mais précisément dans le monde moderne, on va les rendre invisibles. Il est facile de les rendre invisibles, de confondre les réalités des richesses, les réalités des talents, des matières premières, des machines, avec quoi? Avec l'argent lui-même. Et qui n'a jamais proféré ou pensé cette observation? Mais l'argent, c'est de la richesse. Eh bien non, absolument non. L'argent n'est jamais une richesse. Et donc, en posant les choses ainsi, on peut se dire, mais qui pourra trouver désormais une solution à ce problème avec des données, des questions fausses dès le départ? On est sûr qu'un problème mal posé, il n'y aura toujours que des fausses réponses qui peuvent être apportées. Cela explique bien beaucoup de nos blocages. L'exemple, en somme, nous a montré deux comportements différents.
deux comportements de réponse différentes à la nouvelle recette. Et comment apparaît la fausse dette précisément sur ce qui nous intéresse, la question de l'emploi. Un couple infernal, fausse dette et destruction d'emploi commence à être démasqué. Et on va comprendre de mieux en mieux l'étape actuelle où nous vivons dans nos économies. Désormais, nous ne sommes plus que dans l'économie de la dette et non plus de la production. Le vrai changement de programmation, c'est celui-là. Certains auteurs ont pu même qualifier cette situation d'empire des dettes et de toutes les machines à gaz conçues pour modifier la destination, la direction des flux de circulation monétaire vers, pour simplifier, l'ensemble des usuriers. Car la collusion devient une règle de nécessité, même si elle n'était nullement obligatoire entre les usuriers et les États dépensiers, qui par définition ne sont que des demandeurs d'argent pour assumer leurs dépenses. Ils ont des idées sur presque tout ce que nous devrions faire. Cette question n'est donc pas qu'une question de mauvaise gestion des États, mais par des réponses et des dépenses énormes, dites improductives, les uns et les autres, ils sont tous dans la même posture. Sinon, comment comprendre cette contradiction concernant l'emploi et qui est constante? La collusion entre les États et les créateurs de monnaie réussit bien à charger tout le monde en dette. Et en même temps, elle détruit les emplois au travail, cherchant enfin l'erreur tant elle est aveuglante. Cette collusion, en tout cas, va les amener à créer tous les instruments de reconnaissance de dette, baptisés alors instruments et produits financiers. Ceux-là ne sont en fait qu'une longue chaîne de manipulation de titres au travers de ces véritables usines à gaz incompréhensibles du point de vue logique et dont je faisais mention plus haut. Il suffit que les règles comptables, juridiques, ficèlent de plus en plus le tour de passe-passe de la reconnaissance de la prétendue dette vis-à-vis d'un usurier, et l'on a créé l'instrument. Leurs idées sur ce que nous devrions faire, en somme, ne peuvent jamais marcher, puisqu'elles ne portent jamais sur la phase d'entrée des cycles économiques. Le faux argent ne va jamais au bon endroit. Il n'est que le miroir aux alouettes des fausses bonnes intentions des mécanismes usuriers. On peut donc affirmer qu'on est passé dans les mœurs de la corruption artisanale de l'usurier de départ à une corruption industrielle. Et c'est ainsi que vous voyez ce mécanisme à l'œuvre chaque jour, exactement comme dans la fable de départ, qui maintenant, vous le constatez, nous avait bien ramené à cette vérité, hélas, de nos comportements quotidiens. C'est Jean de La Fontaine qui constatait que l'homme est de glace aux vérités, mais il est de feu pour les mensonges. Ah, comme chacun aime croire à toutes ces illusions pour penser que ce sont toujours les autres que soi-même qui doivent créer les emplois. Cela ne nous rappelle-t-il rien dans l'actualité de décrire ces mécanismes d'instruments financiers? C'est exactement ce qui se passe tous les jours pour les soi-disant renégociations des prêts des États qui peuvent en réalité s'en donner à cœur joie pour augmenter leur déficit. Pensons à tous les États, même les plus puissants. Il en est de même de toutes les banques dont on dit aujourd'hui qu'elles sont toutes trop grosses pour tomber en faillite. Et de tous les agents économiques déficitaires qui peuvent pratiquer et doivent pratiquer le jeu de la patate chaude que l'on refile au suivant. En termes plus techniques, on dira qu'on crée une pyramide de dettes sur une seule dette initiale. En clair, les banques centrales deviennent aujourd'hui les poubelles du système financier. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont fragiles. Poubelles remplies des seules décisions des décideurs de dette, quels qu'ils soient. Il n'y a plus dès lors
qu'une spéculation sur la dette qu'on a l'outrecuidance de continuer à baptiser investissement. Il ne faut vraiment pas avoir peur de garder ses illusions. Pour que le système ne s'effondre pas, il faut toujours qu'il fasse apparaître de nouveaux pigeons. Les usuriers se révèlent bien n'être que des parasites. Le fonctionnement du circuit de l'usure, c'est un parasitage. En tout cas, tirons bien, pour la question de l'emploi, les leçons d'observation de notre exemple des deux frères. Le premier des deux frères a toujours réuni les moyens nécessaires à l'emploi avant de produire lui-même ou de permettre à son frère de produire, et c'est normal, nous l'avons dit. Il est impossible d'échapper à cette logique du bon sens. Mais si le second frère ne travaillait pas dans un premier temps, c'est précisément parce qu'il ne réunissait rien. Il attendait, il consommait, peu importe. Il ne participe pas à aucun préparatif d'emploi. Et c'est bien le fait qu'il n'agisse pas avec sagesse et raisonnement, qu'il ne participe à rien, qui permet à son frère d'inventer ces faux droits, qui sont une pure illusion, et surtout qui vont être matérialisés dans notre monde moderne par une dette. Sur quoi? Eh bien, sur un crédit monétaire. Et dès lors, cela peut aller à l'infini. Le frère qui attend son emploi sans s'engager dans ses talents permet cette source fatale de la dette, désormais qu'on doit appeler monétaire. C'est bien cet abandon de décision, cet abandon de la solidarité qui laisse le champ entièrement libre aux décideurs de dette ou aux faiseurs de dette, si l'on préfère. Par définition de l'échange, il faut toujours avoir envie et se mobiliser, jamais se laisser imposer quoi que ce soit. En sortant, en somme, des règles de l'échange, on s'est condamné. Le système de l'usure n'a plus qu'à se ramifier, se complexifier, au point qu'aujourd'hui, plus personne ne peut en voir l'origine. C'est pourquoi tout le monde est désorienté. En définitive, c'est donc toujours le même chemin que l'on vous fait suivre. On va d'abord vous faire rêver, pourrait-on dire, et on va vous créer à votre demande de l'argent pour cela. Mais en réalité, on vous crée la dette. C'est la dette qui vous enferme dans la voie du chômage. Car pendant ce temps-là, avez-vous créé, c'est-à-dire réuni, les outils de travail pour des emplois? Non. Alors n'attendons pas d'autres résultats. Et la conclusion est évidente. On peut bien constater qu'il y a dans toutes les économies à la fois de plus en plus de dettes, de plus en plus de prélèvements, de moins en moins de travail et de moins en moins de revenus. Et observons surtout, la boucle est bouclée toujours dans le mauvais sens. On a pris le chemin en sens inverse du réel. On marche à reculons. C'est ainsi que tout est organisé pour que toute la société ne s'organise que dans une société de consommation de crédit, non pas sur la production ou pour obtenir la production, mais sur la dette. Chercher dans la direction de la dette, c'est opérer tout acte économique, en somme, dans une direction à l'envers de la réalité, à l'envers des objectifs recherchés par les hommes dans l'économie. Car on est de plus en plus emmuré, dépendant d'un autre crédit nécessaire pour repousser les échéances de toute dette qu'on est incapable de rembourser. Laquelle dépend de quoi cette échéance? Et surtout de qui? La réponse à cette dernière question est toujours dans le jeu de la patate chaude. Chacun est censé jouer ce jeu dont les seuls arbitres sont les seuls décideurs de dette. Alors, toute la société, toute l'économie, toutes les politiques économiques, les comportements ont tous été organisés en fonction de cela, c'est-à-dire adaptés à la croyance que l'absurde, en somme, et le vol du mécanisme d'usure sont la seule vérité.
mais on se garde bien de vous en parler, d'expliquer ce mécanisme, et surtout de prononcer le mot, sauf à le cantonner aux taux usuraires des taux d'intérêt que l'on est bien incapable de définir avec exactitude. Si l'on expliquait tout cela, enfin, cela montrerait qu'elle est à contre-courant de toute logique économique, détruit à terme les emplois. Voilà l'explication du chômage. Car financer l'économie réelle, ce ne sera toujours que financer la reconstitution des emplois. Quand on a pris le chemin des échanges, on peut se dire que c'est même le seul vrai problème économique à résoudre. L'emploi, ce n'est pas du tout ce que l'on pratique. La vérité est que tous nos États obèses ne veulent pas notre bien, ils veulent survivre à tout prix. Toutes les règles les plus élémentaires sont donc bafouées. Les États modernes foulent aux pieds le droit du revenu, du retour de l'échange économique. Si vous n'êtes plus récepteur des fruits de votre épargne et de ce que vous avez légitimement acquis, si on peut donc vous en priver arbitrairement par le jeu de l'usure, c'est bien le début de l'esclavage. L'esclave ne possède rien en propre. C'est même ce qui définit cette condition. Alors il serait peut-être temps de le constater contre le chômage. Eh bien, si on essayait l'emploi et non pas l'usure. Mais avant d'en parvenir à ces solutions, on va encore savourer, de manière indigeste sans doute, mais la solution finale du miracle qu'on nous prépare au travers d'une 5e scène. Abandonnons en somme le cap des fausses dettes, car nous tous, chacun d'entre nous, nous pouvons marcher et nager à contre-courant du naufrage.